Et bienvenue dans ce premier podcast. C'est Marilios, je suis votre hôte. Et je pense qu'on va faire un petit voyage ensemble aujourd'hui. Parce que j'avoue que je sais pas vraiment trop de quoi je veux parler exactement. Mais la première chose par laquelle je devrais probablement commencer, c'est mon expérience, un petit peu. Comment j'en suis arrivé là, où j'en suis actuellement. Vous donner en fait un petit peu de contexte pour que vous puissiez me connaître un petit peu mieux si vous vous en souciez. Donc, j'ai commencé vraiment à soulever des poids quand j'avais 15 ans. C'était à peu près maintenant il y a 6 ans. J'étais plutôt enrobé, donc j'avais pris un abonnement à la salle avec un coach. J'y allais tous les mercredis, ce qui est toujours sympa. Toujours agréable de faire une bonne petite activité comme ça, surtout avec quelqu'un de qualifié en plus. Donc en gros, j'allais à la salle, je commençais à connaître un petit peu les bases, prendre goût à l'univers, le vocabulaire, etc. D'ailleurs, je me souviens, j'ai un vif souvenir, de grincer des dents, pendant mes séances cardio, alors que c'était quoi, des trucs d'à peine, 20 minutes. Donc, heureusement d'ailleurs que j'ai eu un coach, hein, parce qu'il faisait beaucoup attention à moi. Avant, quand j'avais à la salle, je me souviens, j'avais les épaules beaucoup en avant, le dos, très courbé. Moi, je me disais, «Putain, je vais arriver à la salle, je vais commencer à soulever des poids, à faire du développé couché», tous les trucs un petit peu clichés. Et je me souviens, mon coach, il m'avait dit: «Hein, non, non, on va d'abord, faire de la rééducation, te remettre un petit peu droit, tout ça». Plutôt déçu, j'étais quand même plutôt déçu au début. Je me disais: «Ah d'accord, donc c'est ça en fait, c'est ça la salle de musculation». Mais bon, j'avais décidé de rester patient et finalement, j'ai fait un petit peu, mes trucs de rééducation, j'ai fait un petit peu mes propres erreurs. Mon coach, il me laissait faire un petit peu mes propres erreurs. Mais vous savez, je pense en vrai à des dizaines de fois où, j'ai fait un petit peu, des erreurs, où je me suis foiré sur quelque chose, où j'ai dû attendre longuement, où je me suis un petit peu embarrassé ou quoi que ce soit. Mais bon, on va dire que c'est comme ça, quoi. On va dire que vous devez rouler en quelque sorte, un peu tout seul, quoi, vous foirez un peu tout seul. C'est comme apprendre n'importe quel domaine, hein, finalement, n'importe quel domaine, n'importe quelle compétence, je pense, vous devez, vous mettre au travail quoi qu'il arrive, vous devez vous-même essayer et je pense que, les gens qui sont, très, très bons dans leurs compétences, dans leur domaine, ils ont dû faire mais des je pense qu'ils ont dû faire plus d'erreurs que vous n'avez fait d'essais, en fait, tout simplement. Donc je pense que c'est là, d'où vient un peu votre compétence, un peu de là où vous allez vous améliorer, et cetera. Faites des erreurs et puis corrigez-vous. Dites-vous: «Ah OK, bon bah là zut, j'ai fait de la merde, OK, je referai pas ça la prochaine fois». Il y a pas vraiment de on va dire de bonne façon d'apprendre, hein. C'est chacun est un petit peu unique. Donc moi je me souviens par exemple à la salle, je faisais vraiment les exercices qui me plaisaient. Faites d'ailleurs, ça c'est important, faites les exercices qui vous plaisent en fait. On n'a pas du tout les mêmes styles d'entraînement. On n'a pas du tout, la même morphologie aussi. On n'a pas la même composition d'os. Il y a des gens qui vont avoir des os plus longs, qui vont avoir des morphologies très différentes. Il va y avoir des exercices où vous allez sentir plus vos triceps, plus vos biceps. Donc, faites des exercices qui vous plaisent surtout. Ça dépend beaucoup, de la taille des os de chacun, de la biomécanique qui est fondamentalement différente. Donc, expérimentez, essayez un max d'exercices et puis piochez un petit peu après, ce qui vous plaît et puis comme ça, vous faites plus que ça en fait. Soyez curieux, apprenez, c'est très important. Donc, où est-ce que j'en étais? Ouais, donc je parlais un petit peu, c'était une petite aparté, mais je vais revenir un petit peu sur la première fois où j'étais entré à la salle. Donc, vous savez maintenant j'ai 21 ans, donc c'est il y a quand même quelques années. J'ai fait, pas mal de musculation pure vraiment pendant je dirais, allez entre 2 et 3 ans quoi. Donc, j'avais un niveau correct en vrai, arrivé à mes 18 ans. De toute façon, vous savez, à cet âge-là, tant que vous entraînez en fait, tant que vous continuez à faire les exercices, vous emmagasinez du muscle donc quoi qu'il arrive en fait, il y a pas vraiment de c'est plus après que viennent les blessures ou des choses comme ça. À cet âge-là, on peut pas sauf si vous faites vraiment de la merde, vous pouvez pas vous faire de grosses blessures ou des choses comme ça. Et puis de toute façon au début, vous allez accumuler pas mal de courbatures comme, n'importe quelle personne qui est pas vraiment entraînée, vous allez prendre cher au début. Donc j'avais commencé par ça. J'avais fait aussi un petit régime un peu cliché d'haltérophilie, même si, je m'étais beaucoup éloigné des whey, des gain powder, les choses comme ça, un petit peu comme on les appelle. Je reviendrai peut-être un petit peu dessus dans un prochain podcast ou un prochain cours ou autre, mais franchement essayez de vous éloigner de ça. Privilégiez,
les aliments assez bons, on va dire. Les aliments, on va dire, sans de réelle, transformation. Poulet, pâtes, œufs. Je reviendrai dessus aussi un petit peu après, mais voilà. Donc comme j'étais souvent, gros, on va dire, et que j'avais jamais vraiment fait de sport, tous les trucs un petit peu nuls qu'on t'apprend au collège, quoi. J'avais que ça vraiment dans mon sac. Donc en plus, à la maison, ma nourriture, elle était vraiment pas correcte, je me souviens. J'avais pas mal de choses, comme du Nutella, du Nesquik, des repas surgelés, un petit peu tout ça. Alors que maintenant, ça me ferait, plutôt grincer des dents. Mais ouais, mis à part mon père, qui courait souvent, je me souviens, j'avais vraiment personne, en fait, qui faisait du sport dans ma famille et même vraiment autour de moi. J'avais vraiment personne, qui faisait une activité sportive. Donc en vrai, quand j'y pense, plutôt beau gosse, hein. Plutôt beau gosse de ma part de m'être lancé là-dedans, sans avoir personne, qui puisse m'aider, m'aiguiller ou sur lequel m'appuyer. Donc ouais, à la maison, je me souviens en plus, je mangeais vraiment juste la norme. Je pense pas que les steaks Charal, c'était vraiment très, très bon. Maintenant, j'aime bien manger, plus du poulet. Je mange même maintenant les cuisses de poulet aussi. Ça a une teneur un peu plus élevée en matière grasse. C'est beaucoup plus savoureux et c'est beaucoup plus nutritif. Donc voilà, petit tips pour vous. Meilleur que le blanc de poulet, les cuisses de poulet, c'est quand même pas mal. Donc ouais, je mangeais beaucoup de choses comme ça. Comme j'étais plutôt gros, je mangeais pas mal de pain, de riz, des choses très grasses souvent, avec en plus des huiles végétales dedans, donc vraiment pas du tout bon. Je me souviens, j'étais même un peu jaloux, des mecs maigres qui avaient des abdos parce que, bah, ils faisaient pas grand-chose et eux, ils avaient des abdos alors que moi, bah, forcément, comme mon métabolisme prenait beaucoup de graisse, bah, après quand je dis que j'étais gros, on va dire que, pour vous donner une idée, je faisais, 82 kilogrammes pour 1,70 m et pas du tout entraîné, quoi. Donc quand même, heu, quand même bien gras, quoi. Le beau bébé, quoi, on va dire. Donc comme j'avais la salle qui était vraiment en face de moi, c'était vraiment pas très compliqué niveau motivation. Vraiment, elle était à 2 pas de chez moi, donc niveau motivation, j'avais aucun souci. J'y allais tous les jours, j'adorais ça. Vous voyez ce moment où tu t'y mets et tu un peu en mode, turbo, quoi. Tu veux y aller 7 jours sur 7, tu tellement faire ça que tu veux que faire ça même. Mais d'après mon expérience, en vrai, c'est pas l on va dire que la quantité, c'est pas la meilleure façon de faire, c'est pas la meilleure façon de procéder. Maintenant, on va dire que je m'entraîne plus, 45 minutes, 1 heure max, avec surtout pas mal de cardio, superset, heu, des séances avec, de la haute intensité pour un petit peu activer beaucoup de circulation sanguine, tout ça, ça attaque vraiment le poids, en tant que tel, si vous voulez perdre du poids d'ailleurs. Et de toute façon, j'ai trouvé que faire des séances plus courtes, en fait, ça apporte vraiment beaucoup d'avantages. Déjà, ça vous laisse beaucoup moins de douleur dans les articulations, donc vous économisez en quelque sorte un petit peu l'usure de votre corps et vous obtenez quoi qu'il arrive toujours cet effet musculaire, en fait. Si vous faites bien le mouvement et que vous stressez bien le muscle, en fait, vous allez quand même provoquer cette réaction hypertrophique, donc quoi qu'il arrive, vous allez bien bosser, en fait. Et puis c'est quand même aussi un gain de temps. Vous pouvez, passer plus de temps à faire autre chose, par exemple à vous étirer. Ça dure quoi, 20 minutes, une demi heure. Surtout qu'il y a pas mal de choses qu'on fait à rester assis, donc forcément c'est pas très optimal ce genre de posture. Donc hésitez vraiment pas à vous étirer. Mais de toute façon vos séances en fait ça va pas mal dépendre de vos objectifs, hein, de vos préférences personnelles, si vous cherchez plutôt du renforcement musculaire, de la force, du cardio. Heu, Prenez vraiment, hein, on va dire tout ce qui va s'adapter à votre vie, à vos préférences, mais je vous recommande quand même de faire comme ce que je vous ai dit, surtout si vous essayez de développer, délibérément du muscle, ce qui est le cas pour beaucoup, d'entre vous, je pense. Alors après, combien de temps, on va dire, il m'a fallu pour en arriver jusque-là? Pour avoir un petit peu ce physique, soulever pas mal de poids, genre par exemple faire du 140 kilos au soulevé de terre, tout ça. Je vous avoue que moi, ça m'a pris probablement mes 6 ans de sport, hein. J'ai commencé avec la salle assez classique à mes 15 ans, donc ouais, c'est ça, ouais, 6 ans d'entraînement, hein, clairement, hein, je suppose. De toute façon, il faut bien vous dire que
ça va vous prendre du temps. Si vraiment vous êtes quelqu'un de très très régulier et que vous n'avez pas de graisse à perdre ou autre et que vous voulez vraiment prendre que du muscle, je pense qu'en 1 an, 2 ans, ça peut se faire. Vous pouvez atteindre un bon physique en 2 ans, je pense. Après, en fonction de vos morphologies, comme j'ai dit, en fonction de tout le monde, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc voilà. Mais moi, personnellement, pour en arriver jusque-là, mes 6 ans de sport régulier, ça m'a permis d'avoir ce physique, d'avoir cet entraînement, ce niveau-là. Voilà. Donc après, je vais peut-être passer justement aux principales leçons, on va dire, que je pourrais en tirer. Les principaux piliers, on va dire, à pas négliger si vous voulez avoir du résultat. Ouais, déjà, je vais faire une petite aparté. On va dire que dans les piliers, il y a forcément le côté financier. Faut bien vous dire que va y avoir un gros changement dans votre vie, que ce soit au niveau des activités, si jamais vous voulez payer une salle, en fonction de votre nourriture. Au lieu de vous payer des McDo, des choses comme ça, vous allez devoir vous acheter autre chose, euh, vérifier vos produits au supermarché, ça va vous prendre un petit peu plus de temps, tout ça. Donc le côté financier, c'est forcément quelque chose à prendre en compte. De toute façon, mon but, c'est quand même de vous apporter un meilleur côté financier, on va dire. Déjà, au niveau de la bouffe, ça va vous coûter beaucoup moins cher, ça c'est sûr à 100%. Pareil au niveau de vos activités, euh, clairement les Netflix, les McDo, tout ça, ça va être un petit peu éliminé. Donc vous allez gagner de l'argent hein, si vous faites toujours un petit peu attention à votre vie. Donc mis à part ça, on va dire quels sont les plus gros piliers qui selon moi vont faire partie intégrante de votre quotidien. Bah déjà le sommeil, hein. Déjà dormez, hein. Vous avez besoin d'une horaire de sommeil régulier, ça c'est le plus important. Moi par exemple je dors de 21 h à 6 h, c'est je pense la manière la plus optimale. Parfois peut-être je me couche une demi-heure plus tard ou je me lève une demi-heure plus tard ou plus tôt, ça dépend. Mais dans l'ensemble, je m'éloigne vraiment pas beaucoup de ces horaires parce que c'est super important, ça change beaucoup la donne. Perso, j'ai même plus besoin d'alarme perso. Mon rythme, il est juste chronométré maintenant pour que mon cerveau il se réveille à 6 h du matin. Votre corps en fait, il sait et il s'adapte. Si vous dites consciemment à votre cerveau, OK, on doit se réveiller à cette heure-là, bah vous allez vous réveiller à cette heure-là. Croyez-moi, ça marche. Presque en fait un petit peu, comment je pourrais dire ça? Comme si vous parlez un petit peu à votre subconscient en fait. En dormant comme ça, vous serez clairement pas fatigué tout au long de la journée. Parce que c'est une chose que moi j'entends beaucoup chez les gens avec qui je discute. Ils se sentent beaucoup fatigués l'après-midi. Donc moi forcément je leur dis est-ce que vous dormez assez? Et il me fait ouais ouais bah je dors 6 heures par nuit, quelque chose comme ça. Et vraiment faut que vous arrêtiez ça. Dormez 8 heures minimum. Et si vous faites même de l'haltérophilie ou que vous faites de l'entraînement intensif, le sommeil c'est vraiment l'endroit où tout se répare. Donc même dormez 9 heures, c'est vraiment le côté le plus optimal, je pense. C'est, on va dire que le sommeil, c'est à ce moment-là que la majorité de votre renforcement musculaire, il se fait. Donc ouais, 9 heures, plus important. De toute façon, si je pouvais vous prendre des exemples, des gros athlètes, on va dire des gros sportifs, comme je sais pas les LeBron James ou tous ces gars-là, ils dorment 12 heures par jour environ. Hein. LeBron James l'avait dit, je sais plus dans quelle interview, mais lui par exemple, il dort 12 heures. Et moi, clairement, ça me choque même pas en fait. Parce que c'est des gros athlètes, ils ont besoin d'énormément se reposer, d'énormément avoir de renforcement musculaire et surtout de réparation musculaire. Donc c'est un peu le prix à payer sur votre corps. Hein. Donc côté, côté réparation, le sommeil, c'est très important. Après, forcément, il y a tout le côté un peu humeur en général que va apporter votre sommeil. Naturellement, vous allez être plus heureux quand vous n'êtes pas fatigué, vous allez être moins agressif avec les gens, toutes ces choses-là, un petit peu, ça contribue naturellement à une meilleure qualité de vie. Hein. Donc, je pourrais vous dire que si vous aimez pas dormir ou que vous repoussez un petit peu votre sommeil, que vous vous en occupez pas, regardez vraiment ce qui cloche avec. Regardez où est-ce que ça va pas. Est-ce que vous dormez pas assez? Est-ce que vous dormez mal? De toute façon, j'ai un fil de discussion sur mon Discord qui pourra être étoffé. Je vous le mettrai en lien, sûrement.
Donc voilà, on discutera sûrement de comment améliorer votre sommeil, comment se sentir mieux pendant le sommeil, avoir un sommeil plus profond, peut-être des suppléments pour ça. La glycine, par exemple, j'y pense, mais c'est essentiel. Je recommande ça à tout le monde. Donc en tout cas, tous ceux que j'ai rencontrés avec qui j'ai discuté sommeil, croyez-moi maintenant, ils dorment comme des rocs, ça c'est sûr. Donc pilier suivant, bah l'entraînement, forcément. Si vous entraînez dur mais que c'est pas régulier, bah c'est pas aussi bon que vous entraînez modérément et régulièrement. Comme je vous l'ai dit encore une fois, c'est pas en vous entraînant 2 heures une fois par semaine que vous allez réussir à gagner du muscle, hein. Si vous faites 30 minutes tous les jours dans la semaine, vous allez largement gagner plus. Mais de toute façon, la répétition, c'est un petit peu ce qui entraîne votre cerveau à s'améliorer dans les compétences que vous voulez. On va dire que la répétition, c'est un petit peu ce qui cimente en fait votre comportement. Ça fait partie de votre routine en fait. C'est un peu des rythmes mentaux qui se préparent pour aller à la salle ou autre. Donc ouais, l'entraînement, ça doit vraiment cimenter vos habitudes. Vous devez vraiment y aller tous les jours si vous pouvez. C'est un petit peu comme si votre cerveau, en fait, il se disait automatiquement ah ok, euh, on y va tous les jours à cette heure-là, on doit apprendre cette chose, on doit s'améliorer sur cette chose, on le fait constamment, donc let's go quoi. C'est un petit peu la pression évolutive en fait. T'es obligé de t'améliorer dans un environnement quand t'es un petit peu dos au mur. Donc si tu te forces à faire les choses régulièrement, ton cerveau il va prendre goût à ça et en fait il va prendre même ça comme des habitudes, voire même en fait un instinct de survie en fait, hein, tout simplement. Il va se dire ok, fais cette activité tous les jours, on doit s'améliorer, c'est normal de le faire, ça va nous aider quoi qu'il arrive dans tout ce qu'on va entreprendre. Donc voilà, c'est un petit peu un hack, comme si je pourrais dire, un peu une tromperie à faire à votre cerveau en fait. Mais de toute façon, si je peux faire une petite aparté là-dessus, faut bien vous dire que tout au long de votre vie, vous jouez une partie d'échecs avec votre cerveau. Il va constamment essayer de vous tromper, en essayant de vous faire croire qu'à ce moment-là, vous avez besoin de McDo ou de Netflix. Bah là, c'est exactement pareil. Ça peut paraître idiot, mais si vous obligez votre cerveau à faire du sport ou dormir, c'est le tromper positivement. Quoi qu'il arrive, faut juste rendre votre pratique parfaite. Obtenir un petit peu cette cohérence dans l'entraînement, dans votre sommeil, même dans votre alimentation, en fait. Parce que imaginons que vous avez votre week-end, par exemple, de libre. Donc 5 jours sur 7 de sport, mais qu'ensuite vous vous flinguez pendant 2 jours. Vous allez vous dire, bon, ça va. Mais le truc, c'est que si vous regardez un graphique exponentiel un peu, vous allez monter, 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 et puis bang, tout va redescendre. Donc vous devez vraiment éviter ce genre de pas en arrière et être sérieux dans votre quotidien. Même si de temps en temps, vous faites un petit peu des week-ends de merde, c'est pas forcément très grave. Mais vraiment, évitez ça au maximum. Si vous bousillez votre corps le week-end, par exemple, ou que vous buvez, ou je ne sais quoi, vous faites la fête, vous allez veiller très tard et vous allez vous dire oh bah c'est bon, de toute façon, j'ai le week-end pour éponger ça. Sauf que non, en fait, vous le savez très bien. Et vous savez très bien que va y avoir des répercussions sur votre lundi et votre mardi. Donc vous allez devoir rattraper ça sur votre lundi et votre mardi. Et ensuite passer une semaine de merde, du moins en tout cas un début de semaine de merde. Et ça va faire ça constamment, 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 jusqu'à ce qu'en fait, au final, vous perdiez le fil de votre quotidien et vous retombiez dans un quotidien un peu nul, en fait. On va dire ça comme ça. Dans tous les cas, ça arrive à tout le monde, hein, même à moi, de veiller plus tard ou quoi que ce soit d'autre. Mais si moi, par exemple, je fais ça, je m'assure toujours de pouvoir dormir le matin ou en tout cas d'avoir au moins 8 heures, 9 heures de sommeil. Parce que franchement, les gars, si le lendemain vous êtes fatigué, ça va vraiment servir à rien et vous allez juste passer une journée de merde. Après, si je peux parler du troisième pilier, ce serait sûrement bah, votre régime alimentaire, bien sûr. C'est un petit peu évident, hein, mais ce que vous mangez, ça devient vous, tout simplement. Toute l'énergie, les vitamines, les minéraux, tous les éléments constitutifs en fait qui entrent dans votre cerveau, ce que vous allez manger, vous allez le devenir. Donc, par répercussion, si vous mangez du McDo, si vous mangez des aliments transformés, ou des aliments où il y a du plastique dedans, des choses comme ça, bah vous allez devenir dans un sens des ordures, hein. C'est comme un petit peu la plupart du temps, ces choses-là qui sont fabriquées, qui ont des huiles végétales, qui sont cuites même dans des huiles végétales. Je ne vais pas m'étayer là-dessus, bien sûr, mais
éliminez ces choses par pitié. C'est vraiment un point en moins pour vous. Essayez de manger sainement. Dites-vous juste simplement, c'est bon, je vais plus manger ces merdes-là, je m'arrête là, j'en ai fini avec ça. Et puis surtout qu'en fait, si vous mangez ce qui vous plaît, vous allez clairement vous régaler, hein. Je suis pas la personne qui va me battre pour du fast-food, très clairement. On est d'accord pour dire que ça a quand même pas le même goût qu'un vrai repas bien cuisiné, un repas fait maison, hein. C'est un peu ma philosophie de vie là-dessus, hein, mais j'ai quand même toujours été partisan de faire l'effort de faire un vrai repas maison. C'est toujours plus nutritif, plus frais, plus savoureux que clairement de la merde en gros. Donc voilà, maintenant, bah moi perso, je mange du poulet, du riz et des pâtes de temps en temps, même si j'ai un petit peu arrêté, des légumes, beaucoup de fruits aussi, très important. Je vais revenir dessus, hein, mais manger beaucoup de fruits, c'est super important. C'est quasiment même la seule chose dont vous avez besoin comme collation. Comme je vous ai dit, les whey ou même les petits biscuits lus, les choses comme ça, virez ça, mangez des fruits par exemple l'après-midi quand vous avez faim ou en milieu de matinée là. Vraiment un petit bol de fruits là, des bananes, c'est mes préférés, oranges, pommes, mandarines. J'aime beaucoup manger d'ananas aussi en ce moment. J'adore l'ananas. Et en plus, c'est assez simple à transporter dans un Tupperware, un réfrigéraire. C'est vraiment des petites friandises à avoir entre les repas. D'ailleurs, pour revenir sur l'ananas, c'est super important l'ananas. Ça contient également de la bromélanine. En fait, pour vous expliquer, c'est une enzyme qui décompose la protéine animale. Et je crois d'ailleurs, si je réfléchis bien, c'est le seul. L'ananas, je crois que c'est le seul fruit qui fait ça. C'est le seul endroit du règne végétal où ça se trouve. Donc, petit fait intéressant. Ça permet en fait de décomposer la viande dans l'estomac et donc de le digérer plus facilement. Donc si je peux rebondir là-dessus, bah, la digestion bien sûr c'est quelque chose que vous devez optimiser pour assimiler le plus de nutriments dans votre corps. Parce qu'en fait c'est bien beau de manger hein, quelque chose qui contient des vitamines, des minéraux, tout ça, mais si vous l'absorbez pas et que ça vous traverse, ça sert pas à grand chose. Donc se lancer dans l'amélioration de la digestion c'est aussi très intéressant. Donc voilà, pour tout ce qui est un petit peu, on va dire nutrition, éloignez-vous de tous les aliments de merde, si je peux dire ça. Mangez beaucoup de fibres. Mangez juste en fait les choses que le corps humain peut mieux absorber. La viande, les œufs, les produits laitiers, même si les produits laitiers ça dépend de certaines personnes, mais c'est vraiment ce qu'on absorbe le plus. C'est là où on absorbe le plus de nutriments. Les légumes fermentés aussi d'ailleurs j'y pense, mais c'est pas mal essentiel. Donc voilà. Et puis forcément bah, les fruits. Les fruits, c'est vraiment conçu pour être mangé. C'est très digestible par le corps humain. De toute façon, avec le temps, comme je vous expliquais pour les exercices qui vous plaisent, mangez ce qui vous plaît. Moi, par exemple, j'ai suivi mon régime en le réduisant avec des choses que j'aime vraiment manger. Ou des choses, par exemple, qui me posent pas de problème digestif. Voilà. Donc, moi, c'est assez simple. Viande, poisson, œufs, riz blanc, avoine, fruits, baies de toutes sortes. Voilà. C'est à peu près tout. Je m'arrête là. J'essaye pas d'aller chercher d'autres aliments qui peuvent m'apporter ci ou ça. Tant qu'en fait j'ai mon apport en macro et en micro et que ça me permet du coup d'être optimal dans mon sport, mon sommeil, mes choses comme ça, arrêtez-vous là, très clairement. Je tire beaucoup mes calories de mes œufs d'ailleurs, le pain aussi. Quand je parle du pain, je parle vraiment du gros pain de campagne, hein, bien dur, hein. J'en prends généralement au petit-déj, comme petite collation, avec du beurre dessus. Je cuisine toujours avec du beurre d'ailleurs, ou au moins de l'huile d'olive. C'est préférable de cuisiner avec ces deux choses au minimum. Et puis en plus, l'huile d'olive, ça donne vraiment un goût délicieux aux choses, donc vraiment, n'hésitez pas à essayer. Ensuite, pour parler un petit peu des produits d'origine animale, c'est super bon pour vous. Donc perso, moi ce que je fais, c'est que j'achète un gros morceau de viande, une grosse tranche en fait, que je coupe après pour faire mes steaks moi-même plus tard. Environ une dizaine quoi. Mais je sais pas s'il y a vraiment des bonnes boucheries autour de chez vous, mais il y a certains supermarchés qui font vraiment l'affaire en vrac. Donc vous pouvez toujours avoir une viande de qualité plus ou moins décente et plus ou moins chère en faisant ça. Donc en plus c'est facile après à garder au frais. Vous coupez ça en 10 steaks, vous faites ça au réfrigérateur. Si jamais vous en avez besoin pour les 2 jours suivants, bah boum, vous mettez ça dans le frigo et vous mangez ça dans les 2 jours suivants. En plus c'est facile à assaisonner.
Moi, j'aime bien genre mettre, de la sauge, du romarin, du thym, du sel de mer, du poivre, de l'huile d'olive, un peu comme une marinade. Parfois un petit peu de poivre de Cayenne. Le sel de mer aussi, je recommande fortement. Le goût, c'est incroyable, sur un steak ou du moins sur une viande en règle générale. Faites frire ça aussi, dans des poêles en acier inoxydable ou en fonte au moins, c'est le mieux. Vous mettez cette viande-là avec, quelques œufs sur le côté, quelques légumes. Moi, j'aime bien en général, prendre des haricots verts ou alors, des épinards. J'adore ça, les épinards. Donc, c'est généralement bon pour le dîner et pour le déjeuner. Vous prenez un petit peu d'huile d'olive, vous rajoutez ça par-dessus là, hop, en sorte de petit filet par-dessus. Ça rajoute un petit peu de calories et puis, ça enlève le côté un petit peu sec des aliments en fait avec l'huile d'olive. Donc voilà, en gros, si vous devez retenir un truc, steak ou steak haché, c'est bien aussi le steak haché quand même pour, la digestion. Donc steak haché, riz blanc, huile d'olive, c'est la base pour beaucoup de muscles. C'est là où vous allez pouvoir avoir toutes vos macros, toutes vos micros. C'est en tout cas, c'est probablement, je dirais, 75 de ce dont vous avez besoin pour le muscle et pour le corps. Donc voilà, vraiment rien de plus. Évitez les sauces aussi. Si vous avez des sauces, pré-mélangées dans votre réfrigérateur ou votre placard, comme j'ai dit, faites vos vinaigrettes vous-même. Moi récemment, j'ai appris à faire une moutarde, elle est géniale. Donc vraiment tout ce qui est sauce transformée, tout ça, mieux vaut ne vraiment pas en avoir. En fait, si vous les utilisez, bien sûr, ça va pas vous tuer, hein, comme tout, mais je suis toujours d'avis que vous devriez minimiser tous les effets négatifs possibles. Optimiser en fait lentement votre vie pour arriver à la meilleure qualité possible en termes de nourriture. Donc tous les produits de mauvaise qualité, s'il vous plaît, non merci quoi. Pareil avec les huiles végétales, il y a énormément d'huiles végétales dans pas mal de produits, donc évitez ça aussi. Donc très important. Après, sinon pour revenir un petit peu sur les fruits, j'aime pas mal me faire de smoothies aussi. Ça j'adore, les jus à faire. Faites-vous ça, c'est vraiment génial. Banane, lait de coco, mangue, framboise, avec de la glace, plein de choses. Mettez tout ça, c'est génial. De toute façon, les fruits, vous pouvez vous éclater avec, il y en a tellement, c'est pas un problème. Prenez les fruits qui vous plaisent, hem, faites-vous des petits smoothies avec, mangez-les dès que vous avez un petit peu faim, une petite pomme comme ça, une petite banane dès que vous avez faim. C'est toujours un bon moyen déjà d'obtenir, des petites calories supplémentaires. Ça vous permet de tenir aussi forcément la journée, de vous donner beaucoup plus de vitamines et aussi, bah, comme je vous l'ai dit, de vous faire, digérer un petit peu, bah, vos repas, vos viandes, vos légumes, vos choses comme ça. Mais en tout cas, si vous prenez de la viande, plus des fruits, heu, avec des légumes, c'est un peu le wombo combo, assuré, c'est parfait pour votre muscle, pour votre corps, ça c'est sûr, c'est bon à 100. Après, qu'est-ce que j'aime bien manger aussi? J'aime bien manger, le foie aussi. Le foie, je sais que c'est pas forcément très, très bon, pour tout le monde et que c'est difficile d'en trouver du bon vraiment à l'état pur, mais c'est vraiment très important pour votre organisme. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'en anglais, le foie ça se dit liver, donc ça vous fait un petit peu directement penser je pense au mot live, donc vivre en français. Hem et je me souviens que dans pas mal de traditions historiques en plus humaines, on dit souvent que des fois, quand on avait des problèmes, aux yeux, par exemple, fallait manger, les yeux de l'animal. Quand on avait des problèmes, cardiovasculaires, qu'on avait des mal de cœur, tout ça, fallait manger le cœur de l'animal et je sais qu'il y en a beaucoup qui mangent, du foie pour ça, souvent, apparemment. Quand il y en a qui mangent du foie, ça leur fait du bien au foie. Donc bon, bien sûr, je peux pas, m'avancer là-dessus, évidemment, parce que c'est pas, scientifiquement prouvé ou quoi, mais ça fait plutôt sens, c'est vrai, ces traditions-là, le fait de manger une partie spécifique de l'animal, et que les nutriments de cette partie-là, apporteront à votre organisme. En fait, si par exemple vous mangez les yeux, les nutriments des yeux iront directement dans vos yeux. Ça peut paraître idiot, mais bon, ça me fait rire maintenant que j'y repense, c'est plutôt logique. Donc bref, voilà, le foie, assez utile. Mmh, après quoi d'autre? Je pourrais vous parler de ce que je bois aussi. Bah, à part mes smoothies dont je vous ai parlé, je bois beaucoup d'eau. De l'eau de coco aussi en ce moment, j'aime beaucoup. Très bon pour les électrolytes, assez faible en sucre. Le café aussi, un par jour ou
allez, tous les 2 jours, on va dire. Beaucoup d'eau, comme je vous ai dit, au moins 3 litres. Au niveau de l'eau, c'est assez simple, en fait. Dites-vous que un être humain, il a besoin de 2 litres d'eau. On va dire un adulte, il a besoin de 2 litres d'eau par jour. Vous, comme vous voulez rester en bonne santé et puis que vous allez sûrement faire du sport, vous buvez 4 litres. Et moi, par exemple, comme je suis à Tahiti et qu'il fait chaud, je prends un quatrième litre. Donc, c'est très simple. Vous prenez 3 litres d'eau par jour, plus un quatrième quand il fait chaud. Voilà. Le thé aussi. Le thé, personnellement, j'aime pas beaucoup ça, mais c'est une superbe alternative pour bien vous hydrater, donner du goût un petit peu à la boisson aussi, avec les nutriments. Et pour la digestion à favoriser, c'est génial aussi. Donc si vous avez mal au ventre ou quoi que ce soit, un petit thé vert, de temps en temps, c'est pas mal. Un petit thé à la menthe, je sais que ça marche, croyez-moi. En fait, en général, les gens, ils pensent que je suis assez strict sur mon régime et que je prends la même chose, mais franchement, je suis plutôt libre, hein. Tant qu'il y a pas d'huile végétale ou de merde transformée de façon excessive, par exemple, étant assez gourmand, je vais pas me priver de me faire, une bonne tarte au citron que je fais moi-même à la maison ou autre, perso, j'adore ça. Mais franchement, ayez une alimentation quotidienne, travaillez et disciplinée et tenez-vous à ce que vous aimez, ce qui est bon, pour vous et vos besoins nutritionnels. Vraiment, arrêtez-vous là. Laissez pas les autres aussi, vous rabaisser à ce sujet parce que de toute façon, ils essaieront. Ça, c'est sûr, tout votre entourage va essayer, tout simplement parce qu'ils sont jaloux de votre régime, hein, et de vos résolutions. Ils vous diront, «Oh allez, vas-y mec, prends un petit muffin, prends des petits gâteaux, je les ai apportés pour tout le monde», tout ça. Mais franchement, ça vaut pas la peine. Déjà parce que, c'est pas bon. Surtout, si c'est pas eux qui l'ont fait eux-mêmes ni rien, ce sera vraiment pas bon, alors pourquoi, vous en mangeriez? Et puis, ça peut brusquer un petit peu tout le monde quand vous dites ça comme ça. Si vous dites «non» directement, ça peut brusquer tout le monde. Donc, en général, je dis juste simplement, «Oh, j'aime pas vraiment ça, c'est bon, merci, c'est gentil, cool, voilà, fin de l'histoire, on continue», ça évite aux gens d'être, trop pessimistes par rapport à vous et vous de vous mettre trop dans une position, réfractaire, agressive par rapport aux gens. Soyez juste cool avec les gens, dites-leur juste: «Non, non, c'est bon, t'inquiète, j'en veux pas, j'aime pas trop ça, quoi». Perso, moi la malbouffe, ça a même pas vraiment de bon goût, je trouve. Ça a même pas de goût tout court. Je pense qu'en fait, quand vous arrêtez en fait un petit peu cet excès de sucre, pardon, et cet excès de produits transformés, vos goûts ils s'ajustent en fait et vos envies elles diminuent. Vous avez de moins en moins envie d'aller, vous prendre un McDo, des choses comme ça. Mais bon, le plus difficile bien sûr, c'est ce premier effort à accomplir pour, s'éloigner de tout ça. Mais disons qu'au bout de 2 semaines, la plupart de vos mauvaises habitudes, je pense, elles vont disparaître et vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir plus d'énergie et cetera. Enfin bon bref, je m'éloigne un peu, mais voilà. C'est un peu une sorte de, on va dire, de podcast un peu décousu, sans vraiment de direction, où aller ou pour commencer ni rien, voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je vais rebondir un petit peu sur le sujet du sommeil, parce que forcément il y a plein de personnes qui doivent se dire: «OK, c'est bien de dormir 8 ou 9 heures par soir, mais comment je peux réinitialiser ce cycle de sommeil?» Et ben, la première chose la plus dure, je pense, ça va être forcément de se lever. Donc définissez bien une heure à laquelle vous voulez vous lever et levez-vous à ce moment-là. Alors évidemment, votre cerveau et votre corps va se dire: «Ah non, ça craint, c'est pas le moment de sortir du lit», tout ça. Mais la meilleure chose à faire pour ça, c'est de mettre une alarme sur votre téléphone et de mettre votre téléphone à l'autre bout de la pièce. Comme ça va vous obliger à vous lever pour aller l'éteindre et à ce moment-là, partez directement à la douche. En fait, l'eau, ça va forcément réveiller votre corps, ça va vous débarbouiller un petit peu la face. Buvez un petit peu d'eau aussi. Je pense que ça évite aux yeux d'être piquant et lourd au réveil. Après, le but, c'est quand même de se lever à ce moment-là. Donc après la douche, c'est de faire une journée comme si vous le faisiez normalement. Donc j'imagine que vous aurez un petit peu de temps le matin, donc essayez de faire quelque chose que vous aviez pas l'habitude de faire. Par exemple les étirements, comme je disais tout à l'heure. Mais l'idée en fait, c'est d'être actif pendant votre journée. Comme ça, vous allez être tellement lessivé qu'à 19h, 21h, vous allez naturellement vous endormir en fait, pour vous lever ensuite à 6 heures du matin. Parce que je pense justement que c'est la meilleure façon de réinitialiser votre cerveau et votre sommeil. Et encore une fois, on revient un petit peu sur l'idée de tromper votre cerveau, quoi. Après aussi, j'y pense, si vous avez la possibilité d'avoir le soleil dès le matin directement sur votre peau et de manger aussi, ça peut grandement aider.
et expliquer à votre cerveau qu'on est bien la journée, qu'il est temps de se réveiller. Ça permet justement de synchroniser un petit peu votre rythme circadien et bien sûr pour le soleil, ne le regardez pas directement, droit dans les yeux, hein, mais plutôt essayer de regarder dans la direction du soleil. Même si c'est nuageux, ça compte, hein, parce que la lumière forcément elle passe toujours à travers, les nuages et en fait avoir les rayons du soleil sur votre peau et les yeux, ça chronomètre beaucoup de processus biologiques dans le corps, dont l'un qui est forcément le sommeil. En fait, ça envoie vraiment un message de votre cerveau qui se dit, «Ah OK, on est le matin, c'est le moment de commencer quelque chose, c'est le moment de commencer la journée». Et d'ailleurs, petite anecdote justement, c'est souvent le matin que le corps produit, le plus de cortisol. C'est pour ça que justement vous voulez vous activer plus vite le matin, que vous êtes un petit peu plus pressé qu'aux autres, horaires de la journée en règle générale. Donc pareil, comme je vous ai dit, mangez un petit peu de nourriture aussi. Même si vous n'avez pas faim le matin, ça aide toujours. En fait, ça programme encore une fois votre cerveau et votre corps. Parce que si vous mangez le matin, vous aurez faim le midi et vous aurez faim le soir. Et donc en fait, ça va vous éviter de manger à des heures totalement aléatoires. Si vous faites des bons repas, comme je vous ai dit avant, vous allez avoir justement un rythme dans vos repas que votre corps et votre cerveau vont assimiler. Et donc en fait, quand vous allez vous lever naturellement le matin, vous aurez faim, donc vous allez manger votre petit-déj, puis vous allez manger le midi, puis le soir, puis vous allez vous lever le matin, vous aurez faim, vous allez manger, etc., etc. Bon, maintenant, je vais aborder un sujet que j'aime bien, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je vais aborder la caféine pour le réveil. Donc déjà, ne vous tracassez pas. Oui, vous pouvez prendre de la caféine. Vous pouvez vous appuyer sur la caféine le matin, il n'y a pas de problème. Je sais que beaucoup de gens vont s'appuyer dessus, surtout pour les réveils à 6 heures du matin, ça c'est sûr. Mais disons qu'il y a quand même certaines règles à garder avec la caféine. Ça reste quand même quelque chose de dangereux si c'est mal utilisé. D'ailleurs, je vous invite à revoir mon post sur la caféine, qui est vraiment super complet sur mon Insta, donc allez le voir. Donc quand j'étais fatigué, je me souviens, je prenais souvent un café l'après-midi pendant que j'étudiais ou autre. Je me souviens même que j'étais vraiment un vrai accro au café, parce que je pouvais en prendre des fois jusqu'à 10 ou 12. Vraiment le Parisien stressé, cliché de base, quoi. Mais maintenant, j'en prends que le matin, ce qui, je pense, m'a vraiment beaucoup aidé. Pour vous faire simple, en fait, avec la caféine, ses effets principaux vont durer 4 heures. La première heure, vous allez vous trouver surexcité. Puis la deuxième heure et la troisième heure, la caféine et l'excitation, ça va un petit peu se stabiliser. Et ensuite, de la troisième à la quatrième, vous allez avoir ce qu'on appelle une redescente ou on appelle aussi ça une chute de café. C'est un petit peu comme si vous étiez complètement stone, en fait, complètement fatigué. Un peu comme si vous aviez pris de l'herbe, en fait. Mais en fait, le café a un petit peu une seconde vie dans votre corps et la caféine, ça dure jusqu'à 8 heures en plus. Donc en fait, vous avez de la caféine dans votre corps pendant 12 heures. Donc disons que si vous avez pris votre café à 10h30 et que vous vous couchez à 21h30, ça fait seulement 11 heures. Donc pas mal de caféine a quitté votre corps, mais il en reste toujours un petit peu. Pas vraiment au point de faire de réelles différences sur votre vigilance, votre sommeil ou votre fatigue, mais ça reste quand même un petit point clé. Après, de toute façon, croyez-moi, si vous buvez assez d'eau le matin, vous n'aurez même pas besoin de café. Perso, j'en bois environ 1 ou 2 litres le matin et clairement, ça me suffit largement. Plus en plus l'eau présente dans mes aliments, plus mes fruits, croyez-moi, vous allez vite vous en passer du café. Surtout si en plus, vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de penser au café comme un petit peu quelqu'un qui pense à ses cigarettes. Du style «Oh merde, j'ai pas eu mon café de la journée, je vais mourir quoi». Donc si vous pensez comme ça, coupez-le définitivement, surtout l'après-midi, après le déjeuner. Ça peut vous paraître nul et difficile si vous êtes vraiment dépendant, mais franchement, ça va améliorer votre sommeil à fond. Donc bon, arrêtez de chouiner un petit peu et faites-le lentement à la limite. Adaptez-le si vous voulez en prendre un ou deux petits cafés le matin. De toute façon, ce sera toujours mieux que les boissons énergisantes qui puent les ordures, franchement. Les Monsters, les autres trucs comme ça, vraiment, c'est Urk. S'il vous plaît, éloignez-vous de ça. Il y a tellement de sucre là-dedans et puis en plus, ça détruit complètement votre flore intestinale. Donc, buvez pas ça non plus. Après, si vous aimez toujours un petit peu de sucre dans votre café, bon, si vous mettez 5 grammes de café, ça va pas non plus vous tuer ou vous dérégler si vous essayez de perdre du poids. Mais bon, n'ayez pas peur du sucre naturel, mais quand même, essayez de vraiment pas sucrer vos boissons. Par pitié, c'est très important. Et ah ouais, une autre chose ultra importante, c'est assurez-vous de faire quelque chose pendant la journée. Il y a beaucoup de gens qui me disent: «OK Marius, j'ai fait tout ce que tu m'as dit,
mais j'arrive pas à m'endormir. Et justement, c'est parce qu'ils ne font rien la journée. C'est un petit peu votre corps qui vous envoie un peu une dette en fait à votre sommeil, qui représente une grande partie de l'énergie que vous n'avez pas dépensée pendant la journée. Et donc, plus vous faites quelque chose, plus vous vous sentirez fatigué, que ce soit votre corps ou votre cerveau qui a travaillé, ça va forcément bénéficier à votre sommeil. C'est assez logique hein, de toute façon, hein. Plus vous utilisez votre batterie, plus vous aurez besoin de la recharger. Donc si vous avez du mal à vous endormir la nuit à une heure raisonnable, faites plus de choses pendant la journée. Ça peut être faire du sport, le ménage, lire un livre, aller marcher, quoi que ce soit. Et puis je suis sûr que vous vous rappelez de ces jours-là où vous avez fait un gros déménagement, vous avez fait des grosses activités la journée, vous avez fait de l'exercice, des choses comme ça toute la journée pour une raison quelconque, et vous êtes juste totalement baisé le soir, vous dormez vraiment instantanément. Donc même principe. Je dis pas forcément d'aller courir ou marcher 20 kilomètres tous les jours. Forcément, tout le monde ne peut pas le faire. Mais dépenser un maximum votre énergie physique et mentale, c'est bon pour vous. Et si vous n'êtes pas fatigué, c'est que clairement vous pouvez en faire plus. Donc assurez-vous de toujours faire quelque chose dans la journée et vous aurez clairement un meilleur sommeil. Donc voilà, un petit peu pour le cycle de sommeil. Ah ouais, aussi des petits compléments, ça peut toujours être utile. J'ai parlé de la mélatonine un petit peu avant. Donc pour vous faire court, en fait, c'est un petit peu une substance chimique qui est libérée lorsque vous vous endormez, ou lorsque vous devriez vous endormir, en tout cas en fonction de votre rythme circadien. Alors bien sûr, quelques milligrammes, ça va pas vous assommer ou vous endormir d'un coup, mais c'est toujours bon parce que, en fait, ça envoie un signal à votre corps qu'il est l'heure d'aller se coucher. Bon après, avec tout ce que je vous ai donné, je pense pas que vous en aurez besoin, ou du moins peut-être au début. Ouais, peut-être, mais bon, je pense pas que ce soit très très utile non plus de prendre de la mélatonine tous les soirs comme ça. Donc voilà. Ah ouais, tiens, partons un petit peu sur le sujet de la perte de graisse aussi. Je pense que ça va vous être beaucoup utile. Hem, j'ai discuté avec un mec qui me disait il y a 2 semaines qu'il avait perdu beaucoup de poids à cause d'une restriction calorique, mais que depuis il a du mal à remanger correctement et il se sent un petit peu merdique. J'ai connu ça aussi personnellement. Je peux très franchement vous en parler. Je vous ai dit que j'avais atteint 82 kilos à un moment donné. Et ben, j'étais retombé à 55 à un moment donné parce que je m'étais habitué à plus rien manger en plus de mon heure du mercredi à la salle. Franchement, c'était super dangereux. Je recommencerai plus ça et par pitié, ne faites pas ça. J'ai pas personnellement, j'ai pas eu de séquelles physiques ou de subconscient sur moi, mais je sais pas si c'est parce que j'ai eu une chance folle ou un courage dément, mais dans tous les cas, c'est vraiment très, très dangereux, donc ne faites surtout pas ça. Donc vous allez me dire: «Bah, comment je peux perdre de la graisse sans couper ma nourriture?» Bon, déjà, pour vous expliquer un petit peu de pourquoi c'est dangereux ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, votre corps peut déjà faire totalement l'inverse de ce que vous voulez faire. Si vous faites comprendre à votre corps en fait que vous êtes en mode survie et que vous mangez beaucoup moins, son but ça va être d'augmenter la quantité de graisse sur le corps afin de l'utiliser justement plus tard. Donc en fait, il va penser que c'est une période très très faible en calories, donc tu dois stocker un maximum de graisse et de calories pour qu'elle s'épuise plus tard. Donc en fait, ça peut être déjà un petit peu contre-intuitif en fait. Vous allez voir que vous allez manger des choses beaucoup plus grasses et que vous allez garder beaucoup plus de gras en fait dans votre corps. Donc finalement, ne pas du tout l'éliminer, ou du moins l'éliminer beaucoup moins rapidement. Et puis d'un côté, moi ça m'est déjà arrivé justement un mercredi où je suis allé à ma salle, j'ai absolument rien pu soulever. Je me souviens même mon coach il s'était inquiété, il m'avait renvoyé chez moi, il m'avait dit: «Va manger un petit peu parce que là vraiment, ça sert à rien ce que tu fais». Donc limite en fait, vous allez avoir très, très peu d'énergie, vous allez vous sentir complètement léthargique en fait, vous aurez pas la motivation pour faire les exercices, même pire en fait, votre corps il sera incapable de se réparer, donc vous pouvez vous blesser plus facilement, vous aurez plus de fatigue dans votre travail, en fait vous allez vraiment vous sentir un petit peu comme de la merde, hein. C'est vraiment comme une sorte de mini dépression en fait, hein. Ça va vraiment pas vous créer un environnement hormonal optimal pour réduire votre graisse et bah, perdre de la graisse. Donc évitez de faire ça pour ensuite déprimer, avoir des séquelles mentaux ou physiques, ça vous servira vraiment à rien. Donc, mis à part cette petite aparté, en ce qui concerne la meilleure stratégie à long terme pour réduire la graisse corporelle, eh ben tout simplement c'est que vous devez augmenter le taux métabolique au repos de votre corps. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le taux métabolique au repos, c'est la quantité d'énergie que votre corps utilise au repos. Vous allez me dire: «OK, c'est un peu bizarre justement, je perds de la graisse au repos». Mais en fait,
Il y a beaucoup de processus dans le corps qui nécessitent de l'énergie. Par exemple, pour la réparation musculaire, votre cerveau il va utiliser énormément d'énergie et de calories pour réparer vos muscles. Donc évidemment, si vous bougez aussi, vous pouvez réduire les graisses, mais vous aurez besoin d'énergie pour ça. Donc au final, ça va peut-être vous paraître un petit peu bizarre, mais pour perdre de la graisse, faut manger plus. Bon, déjà, il existe des moyens d'augmenter le taux métabolique corpo, hein, dont l'un consiste à augmenter la quantité de muscles que vous avez. Donc, plus votre corps a besoin de calories, plus vous avez besoin de muscles pour maintenir les tissus, justement. C'est pourquoi vous voyez des bodybuilders, des fois, consommer 4000 calories et ne pas mettre une seule graisse dans leur repas. C'est exactement ce dont ils ont besoin pour exécuter ce genre de technique. Donc en fait, tu veux augmenter ta nourriture pour maigrir. Ça peut paraître dingue, mais c'est comme ça que ça marche. Tout dépend simplement de ce que tu manges, bien sûr, mais en fait, les calories que vous allez manger, les calories supplémentaires en fait que vous allez manger, eh ben, vous allez pouvoir les utiliser au repos, après l'exercice intensif que vous avez fait. Donc c'est vraiment un bon moyen d'aider à réduire votre graisse et à augmenter la quantité de vos muscles sur votre corps. Et en plus, si vous faites de l'exercice, l'entraînement basé un petit peu sur de la résistance, qui consiste à soulever des poids, eh ben, vous allez brûler des calories même après que vous avez arrêté de vous entraîner. En fait, l'entraînement, ça va enflammer votre métabolisme, de sorte à ce que le traitement quotidien des calories augmente petit à petit à chaque fois un peu plus. Donc voilà, c'est un petit peu la technique pour brûler des calories et gagner en muscle un petit peu en même temps. Après, pour ce qui est un petit peu de la graisse, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ok, donc manger de la graisse égale grossir, donc malsain d'en manger. Mais ne vous inquiétez pas, c'est complètement faux. En fait, votre corps, il a complètement besoin de graisse pour créer des hormones, dont l'une qui est connue, qui est la testostérone. Je ne vais pas vous la présenter, hein. Mais en fait, pour augmenter votre testostérone naturellement, vous avez besoin d'un apport en cholestérol alimentaire constant. Et si ça peut vous rassurer, il n'y a pas vraiment de lien entre le cholestérol alimentaire et le cholestérol sanguin, hein. Il n'y a pas vraiment d'impact là-dessus. Si vous mangez beaucoup d'œufs, que vous cuisez tout avec du beurre, vous en faites pas, ça va pas impacter là-dessus. Et ça va même au contraire justement augmenter votre testostérone. En fait, côté cholestérol sanguin, ça a vraiment plus à voir avec la quantité de graisse que vous avez sur votre corps, plutôt qu'avec vraiment les graisses animales que vous consommez. Donc les dangers sur la graisse et le cholestérol à manger, c'est un peu une légende à mettre de côté, quoi. Donc une autre chose aussi, une autre erreur que vous pourriez faire si vous essayez de perdre de la graisse, c'est de faire trop de cardio. En fait, quand vous vous engagez dans un exercice d'aérobie de longue durée, votre corps, en fait, il veut travailler aussi efficacement que possible, tout en produisant la plus grande quantité de puissance physique. Donc si vous faites des séances de cardio, gargantuesques, en augmentant la durée et la fréquence, dans un effort pour perdre du poids, votre corps, en fait, il va essayer de s'adapter, comme il le fait à chaque fois, hein, bien sûr, dans l'environnement dans lequel vous le mettez. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous faites trop de cardio, bah, votre corps, il va diminuer la quantité de muscles que vous avez. Parce que c'est très coûteux pour lui et il essaye de stocker de la graisse pour se préparer à chaque séance de cardio. Donc en fait, trop de cardio égale perte de muscle et égale même augmentation de la graisse dans le corps. Donc bon, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et en plus de ça, justement, vous obtenez également une régulation négative de la testostérone et de l'hormone de croissance, parce qu'elles sont incompatibles avec l'efficacité d'endurance extrême. En tout cas, voilà ce que votre corps essaye de faire lorsque vous courez tout le temps, ou que vous ramez, ou quoi que ce soit d'autre. Alors faites pas trop de cardio si vous essayez de perdre du poids, quoi. Et ben voilà, ça nous amène à la fin de ce premier podcast. Donc merci de votre attention et de m'avoir écouté. Si vous me suivez pas encore sur Instagram, faites-le. De toute façon, je pense que vous l'êtes, parce que c'est la seule façon pour écouter ce podcast. Je sais que ce premier podcast, il était un petit peu dispatché de partout. C'était un petit peu décousu. Mais bon, c'est bien aussi, hein. Ça me permet d'être plus libre, de rebondir un petit peu en improvisant. Donc de toute façon, je suis sûr que je vais continuer ce genre de podcast pour vous les gars. Parce que je pense vraiment pouvoir vous proposer de la qualité de toute façon, c'est ça le plus important. Je ferai sûrement des erreurs, hein, mais je pense que ça va m'aider à m'améliorer et à continuer sur cette lancée de toute façon. Donc voilà, on verra où ça nous mène, mais merci de m'avoir écouté. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée les gars, et peace.